Je cède tout de suite la parole au docteur Hervé Réby, qui est médecin, qui est cardiologue, mais qui est, dans le cas précis, un érudit. Et avec lui, nous allons parler, on va dire, justement, peut-être de ce dilemme entre la France et Israël. Le thème exact de son intervention, c'est dans le sillage de la France, le dilemme éternel des Juifs d'Algérie. Hervé, je la cache. Bonjour, Shalom Vracha. Je suis très content et très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour ces deuxièmes rencontres des héritages des Juifs d'Algérie. Ces deuxièmes rencontres un peu contrariées par l'histoire et non simplement par des événements, un mot cher à l'histoire des Juifs d'Algérie, mais à une véritable inscription dans l'histoire mondiale qu'aura été le 7 octobre. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler de pensée juive, mais d'un sujet qui s'est trouvé tout naturellement inscrit dans la réflexion qui a été la nôtre dans la préparation de ce colloque. Et il m'a semblé important de parler de cet intermédiaire, peut-être de cette parenthèse que représentait la France dans l'histoire des Juifs en Algérie, d'Algérie, puis sortie d'Algérie, peut-être en route, peut-être vers Israël. Faisait que la France restait un tiers, quelque chose qui représentait peut-être une étape, peut-être une finalité pour certains, et c'est dans l'écart entre l'étape et la finalité que se situe probablement la question du dilemme. Ne pas savoir quelle est l'issue représente la plupart du temps une véritable difficulté à se situer. C'est ce qu'on appelle probablement une difficulté de se repérer, au sens où les psychanalystes entendent le repère comme quelque chose qui a à voir avec la mémoire des pères et des mères, bien entendu. D'Algérie était d'avoir produit autant de philosophes, de professeurs de médecine, d'écrivains, de penseurs, mais également des artistes, également des gens de la société civile, des gens moyens, mais avec une capacité à se développer dans une société qui a été la société française pendant de nombreuses années jusqu'à aujourd'hui, mais qui a commencé bien avant. Et cette capacité à produire a été véritablement la marque particulière de ces Juifs d'Algérie. Dans un premier temps, je vous rappellerai que nous ne parlions pas des Juifs d'Algérie au début du XIXe siècle, ni au début du XVIIIe, ni au début du XVe, comme on a rappelé la mémoire de ces rabbins en Algérie. Il y avait des Juifs en Algérie, mais non pas des Juifs d'Algérie, et des Juifs algériens encore moins. Je dirais même qu'il n'y avait pas de conscience algérienne chez les Arabes musulmans d'Algérie. Dans ce territoire qu'on appelait l'Algérie à l'époque, qu'était-elle donc cette région en 1830, lorsque les Français ont décidé de coloniser, en tout cas de conquérir l'Algérie? Qu'est-ce qu'était ce territoire qu'on appelait l'Algérie? C'était une région de l'Empire ottoman. N'oublions jamais que l'Afrique du Nord, jusqu'à la frontière marocaine, ça c'est très très important, jusqu'à la frontière marocaine, était l'Empire ottoman, avec des régions qui étaient gouvernées par des gouverneurs qui venaient de la Turquie et qui étaient envoyés en
en fait, plus pour s'enrichir sur le dos des populations locales et qui était censé, bien entendu, apaiser toutes les velléités d'indépendance de toutes ces populations. Bien évidemment, un arabe algérien du Mzab ou de Oran n'a rien à voir avec les Turcs, n'a rien à voir avec, si ce n'est la pratique de l'islam, de ciment entre toutes ces populations, mais il n'avait pas réussi à apaiser, si vous voulez, certaines velléités d'indépendance. Mais jusqu'à la conquête de l'Algérie par la France, il n'y a pas de conscience algérienne en tant que conscience politique ou en tant que conscience intellectuelle. Les intellectuels sont assez rares à cette époque-là, mais ils ne parlent pas d'émancipation du pouvoir turc. Et pour eux, la tutelle turque est une commodité parce qu'ils sont intégrés dans un système qui va de la Turquie à l'Algérie. Vous voyez, c'est tout le pourtour, quasiment la moitié du pourtour méditerranéen. Et c'était donc une capacité qu'ils avaient à échanger, à faire du commerce et à se développer avec une tutelle musulmane qui leur convenait très bien. Dans cet espace d'Algérie, comme dans le reste d'ailleurs du Maghreb, mais plus spécifiquement en Algérie, les Juifs étaient, comme dans les autres pays, tolérés. Sous le régime de la dhimitude, je ne vais pas revenir sur les caractères particuliers de ce que représente la dhimitude. Sachez que sous ce terme arabe de dhimmi, on entend une espèce d'alliance, si vous voulez, entre le mépris, entre la dépréciation des Juifs, entre les corvées et les contraintes, entre le rabaissement des Juifs, mais aussi, en retour, ce que la dhimitude appelle la protection de ces Juifs. Je résume, en 2 mots, ça veut dire on vous écrase, mais sachez qu'en vous écrasant, eh bien, on vous protège. Imaginez que nous avons supporté ça pendant quelques centaines d'années, et de l'Algérie jusqu'en Irak. Ça fait quand même beaucoup, et il se trouve que les Juifs ont véritablement une patience louable dans l'histoire. En Algérie, cette dhimitude a accumulé, comme dans d'autres endroits, bien entendu, des frustrations. Ces frustrations se sont révélées lors de la conquête de l'Algérie, car les Juifs en Algérie à cette époque se sont découverts peut-être une porte de sortie à leur dhimitude et à leur condition de citoyens de seconde zone dans un espace turco-arabo-musulman. Les Juifs immédiatement ont allégeance à l'armée française, à la présence française, qui a vu finalement, les historiens en parleront bien entendu plus précisément, ça n'est pas l'objet de ce que je vais vous dire, mais dans l'ensemble, la politique de cette époque-là, de Charles X puis ensuite Louis-Philippe, a été de considérer que les Juifs pouvaient être l'argument utilisé par la politique de la France, la politique coloniale, d'opposer finalement non pas les Arabes musulmans d'Algérie aux colonisateurs la France, mais plutôt de jouer sur le clivage entre juifs et musulmans en Algérie pour que la France apparaisse comme un arbitre. Et c'est cette politique qui a fini par donner des fruits qui finalement se sont avérés extrêmement dangereux, puisque ça a donné des frictions. Il y a eu 3 pogroms en une centaine d'années, peut-être moins de 100 ans, entre Mascara et Constantine, puis Oran. Enfin bref, il y a eu plus de pogroms en Algérie en un siècle qu'il n'y en avait eu en 1800 ans de présence juive. Les historiens se posent cette question de savoir qu'est-ce qui a donc pu générer une fièvre. Eh bien, la réponse, elle est relativement simple.
elle est que les indigènes, tout confondus entre musulmans et juifs devant l'autorité française, par se séparer entre indigènes de la seconde classe et indigènes de la première classe. Et les juifs se sont finalement considérés, ou en tout cas ont été considérés, comme des indigènes assimilables à la France, et les juifs ont tiré avantage de cette position pour échapper, si vous voulez, à l'antisémitisme musulman, qu'on n'appelait pas à l'époque antisémitisme, mais qui était plutôt un anti-judaïsme, dont certaines expressions qu'on utilise encore en judéo-arabe. Est-ce qu'il y a encore des gens qui comprennent le judéo-arabe? J'en suis pas sûr, peut-être moins que ceux qui comprennent le yiddish aujourd'hui. Il est urgent, c'est une parenthèse, de réapprendre la langue de nos ancêtres. Il y a même des livres de commentaires de Torah qui sont écrits en judéo-arabe. Je vous invite à vous y... Le premier livre auquel il faudrait vite se référer, c'est la traduction en judéo-arabe de la Haggadah de Pessah. Faites ce cadeau à vos enfants et à vos petits-enfants, puisque ma femme me faisait remarquer tout à l'heure que la moyenne d'âge était relativement élevée, à entre 45 et 50 ans dans la salle. Et elle avait raison, j'avais envie de lui dire, eh bien, il faut faire venir les jeunes, vos enfants, les familiariser peut-être, et puis peut-être faire ce que, bon, je ne vais pas vous parler de ma famille, ça n'a aucune importance, mais ce que nous faisons d'année en année, c'est-à-dire de faire l'effort, au moins, de lire un ou deux paragraphes, Ed, Tam, Drif, vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Voici le pain de misère qu'on mangeait, la cloul, la batana, fiard, misraim, massar. Enfin, c'est une langue que nous pouvons retrouver et qui, la parenthèse est fermée, qui peut nous rappeler que nous avons été pendant des siècles, au contact de cette société musulmane qui nous a appris l'arabe et le judéo-arabe, dans laquelle nous avons évolué pendant des siècles, et la conquête de l'Algérie a été une véritable rupture culturelle. Cette rupture culturelle, je vais la poursuivre en essayant de vous faire comprendre des choses, évidemment, que nous ressentons de manière informelle. Petit à petit, ce que le juif d'Algérie ou vivant en Algérie avait appris à considérer comme sa propre nature, c'est-à-dire vivre finalement à la manière des indigènes, encore qu'il y avait une grande différence entre les juifs des villes, Oran, Alger, Constantine, Bougie, certaines grandes villes, Sétif, il y avait des différences avec ceux qui vivaient dans des petits villages ou dans des villes de moindre importance, où effectivement il y avait une différence de mœurs, de comportement, d'habillement. Je rappelle quand même que les habits dont nous voyons, que nous voyons dans les photos qui sont exposées sont des habits ou de mariage ou des habits de fête. Et ce sont des habits qui ont été portés jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, jusqu'en 1962, mais qui n'étaient plus portés dans la rue ni dans les relations. Petit à petit, le vêtement avait été modifié pour passer d'un vêtement traditionnel arabe et était passé petit à petit dans un vêtement européen, qu'on appelait européen. Je rappelle également que cette tradition vestimentaire nous est rappelée depuis 3000 ans dans le Talmud, où on nous parle effectivement que les Bnei Israël en Égypte, ils n'ont pas oublié certaines choses, leurs noms, leurs vêtements. Et ça fait partie des choses que l'on n'oublie pas, vous comprenez, qui font la marque de l'identité. Eh bien, en Algérie, pendant très très longtemps, les Juifs se sont finalement intégrés à ce point à la société musulmane qu'ils en avaient adopté les codes et les coutumes. Les boulettes dont parle le Rav Cherki, bien sûr qu'elles ont toutes une odeur différente. Mon ami Armand Abécassis disait que, bien que marocain, mais
disait, quand il montait l'escalier de l'appartement de ses parents, qui était au 3e étage, si je me souviens, il me disait, à chaque étage, je sais l'origine des gens. Parce que ça sent les boulettes d'Algérie au 1er étage, les boulettes de Tunisie au 2e étage, et c'est pas les mêmes, et ça n'a pas la même odeur. Alors effectivement, il y a quelque chose de spécifique dans l'acquisition des mœurs, et petit à petit, le couscous boulette, et je ne prends bien entendu que ça de manière extrêmement anecdotique, était devenu la marque. Les repas comme le gefilte fish étaient devenus la marque des repas des Juifs d'Europe de l'Est. Mais est-ce que véritablement c'était des plats juifs? Alors ils étaient cuisinés à la juive. Petit à petit, ces traditions ont fini par être éliminées, ou en tout cas mis de côté pour les jours de fête, les jours de Shabbat. Il y a bien entendu, et heureusement, jusqu'à aujourd'hui, des gens qui font encore la tfina, belkhorchef, de ce que vous voulez, loubia, batata, shtitha batata. On fait encore des plats, mais est-ce que vous les faites au quotidien? C'est assez rare. Pourquoi? Parce que petit à petit, bien nous avons changé les mœurs, changé la manière de voir notre horizon, et du coup, on s'est éloigné progressivement des autres indigènes que représentaient les musulmans d'Algérie. Et l'effet, si vous voulez, le slogan colonisateur de la France s'est trouvé finalement dépassé dans son objectif, parce que le slogan colonisateur était de dire la France apporte la civilisation, mais la civilisation, ça n'était pas que l'école, l'éducation, la langue, des choses assez nobles, c'était également d'apporter la nourriture, les vêtements, la musique. Et ça, la France a été véritablement surprise de voir que finalement, dans l'indigénat, ce qu'on appelle l'indigénat, c'est-à-dire chez les indigènes d'Afrique du Nord, enfin d'Algérie, il y avait deux populations qui avaient une vitesse de francisation qui était différente, une vitesse juive qui a été très rapide à assimiler les codes français par désir, si vous voulez, de rentrer dans une société française, même si cette société française, je le rappelle, nous sommes dans les années 30, 40, de 1800, 30, 40, 50, est déjà une société très gangrénée par l'antisémitisme. Nous sommes 50 ans avant l'affaire Dreyfus. 50 ans à cette époque-là, c'est pas très loin. Nous avons déjà des slogans et des campagnes antisémites importantes, mais les Juifs ont l'impression que la présence de la France leur donne la chance, leur donne une chance. Vous connaissez ce proverbe qui a longtemps été utilisé chez moi, que j'ai entendu quand j'étais petit, « Shane makom, shane mazal ». Shane makom, shane mazal. Mon père, Zichrono Livracha, disait toujours « Ne comprends pas mazal comme si ça voulait dire la chance ». Parce que dans mazal, tu peux le comprendre à travers l'araméen. Ma-azal. Maï-azal. Ça veut dire ce qui est en train de se déplacer, en train de courir. Azal veut dire ce qui coule et ce qui se déplace. Donc, Shane Makom, celui qui change d'endroit, parce que le Makom, il est fixe. Le Makom, par définition, l'endroit, il est fixe. Donc, celui qui change le Makom, qui accepte de changer la fixité, eh bien, il se met à se déplacer. Et le déplacement, Shane Makom, Shane Mazal, a été pris de court en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est finalement, on a changé de vie, on a changé de cadre, on a changé de mœurs sans changer d'endroit. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, nous savons qu'il n'est pas nécessaire de faire des kilomètres pour changer de vie. Il n'est pas nécessaire d'horizons différents. Parfois, il faut s'enfuir. Grâce à Dieu, nous avons un État. Grâce à Dieu, nous avons une armée. Bien entendu, nous n'avons plus besoin de fuir ni quoi que ce soit. On n'a peur de rien. Mais la possibilité de modifier se trouve de manière intime et interne.
Ça, c'est une leçon qui peut nous venir de la manière avec laquelle les Juifs d'Algérie ont imaginé leur émancipation à l'intérieur d'une société dont ils ne prévoyaient pas, à la fin du 19e siècle, vers 1890, les Juifs n'imaginaient pas, au moment de l'affaire Dreyfus, qu'un jour, l'Algérie serait indépendante, avec un drapeau algérien, avec une majorité écrasante, bien entendu, d'Arabes musulmans qui auraient leur indépendance. Jamais les Juifs n'ont imaginé que cela arriverait. Et ça a été probablement une difficulté de projection politique. Ils n'ont pas été peut-être suffisamment attentifs au mouvement de la politique de ces musulmans d'Algérie, dont il ne faut jamais, jamais sous-estimer la capacité et l'intelligence. Jamais sous-estimer la capacité et l'intelligence de ses ennemis. Ça, c'est la plus grande des erreurs qui nous revient tout le temps dans l'histoire. C'est en s'imaginant que ça n'est pas possible, ils ne sont pas capables. Eh bien non. En méprisant la capacité des autres, on se met dans la plus grande des difficultés. Cette difficulté, elle apparaît tout de suite. Dès que la France envahit l'Algérie avec ses 100 000 soldats, 100 000 soldats contre 10 000 cavaliers, recrutés à la va-vite par un émir charismatique, Abdelkader. Vous connaissez l'émir Abdelkader, son parcours absolument stupéfiant. Il est passé de l'émir juré de la France à un ami, non seulement un ami, mais décoré de la Légion d'honneur, reçu à Paris avec une pension jusqu'à la fin de sa vie par Napoléon III. Enfin bon, on est en plein délire. Sauf que dans les années 1830 et 40, c'est Abdelkader qui fédère les tribus arabes, notamment d'abord de l'ouest algérien, puis ensuite se déplaçant vers le Mzab. On n'est pas très sûr de comment les choses se sont passées, il y a eu des fractures et tout ça, mais en tout cas, il a commencé à dire, mais nous, les Arabes d'Algérie, on a le droit, nous aussi, à avoir un pays. Nous aussi, on a le droit de se revendiquer autonome, non seulement contre la France, bien entendu, qui venait conquérir, mais également contre la Turquie. Et ça, c'est un point extrêmement important de se rendre compte qu'à ce moment-là, la question fondamentale du politique en islam, c'est-à-dire la question de la Oumma, la question de la Oumma. La Oumma, c'est le même mot qu'en hébreu, c'est la mère. En français, on parle de la mère patrie. C'est la mère, la Oumma. La Oumma musulmane prétend, dans l'idéal, qu'il n'y a pas de frontière entre les pays frères. Il n'y a pas de frontière. Nous sommes tous dans la Oumma. Que nous soyons syriens, jordaniens ou que nous soyons égyptiens, on circule en théorie dans la Oumma. Et tous ces gens se respectent parce qu'ils font partie du même espace politique. À partir du moment où Abdelkader a vu arriver la France, il a dit « il n'y a pas de Oumma. Ce n'est pas Constantinople qui viendra nous défendre. C'est nous, localement. » Et les Arabes algériens ont commencé à écrire une page politique qui va mettre un siècle et demi, enfin 130 ans, à se réaliser jusqu'en 1962 à l'indépendance de l'Algérie. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'à ce moment-là, les Juifs donnent l'impression, c'est les historiens qui hésitent sur cette question, mais en tout cas, je vous fais part de ces hésitations, les Juifs ont hésité sur le plan de savoir si cette revendication politique était réellement sérieuse ou est-ce qu'elle était juste circonstancielle parce que les Français étaient là. Il s'agissait de chasser les Français et le jour où les Français ne seraient plus là, eh bien, on reprendrait les petites affaires. On reprendrait la dîme, on reprendrait la tutelle de Constantinople. Rappelez-vous qu'à cette époque, il y a 3 gouverneurs en Algérie,
il y a le bey d'Alger et le dey, le dey c'est inférieur d'un grade au bey, il y a le bey d'Alger et il y a deux deys, un à Oran, un à Constantine. Les historiens montrent que ces fonctionnaires sont turcs et ne connaissent absolument pas la population qu'ils sont censés diriger et gouverner. Ce sont des subalternes qui font l'aller-retour entre le pouvoir et le terrain, et les gens du terrain n'ont jamais vu les Turcs. J'avais dans ma famille, j'ouvre une parenthèse, peut-être que dans vos familles, il y avait aussi, nous avions une petite cousine qui s'appelait, qu'on appelait d'un diminutif, nous les enfants on ne savait pas, elle s'appelait Traki. Ça vous dit quelque chose? Traki. On l'appelait Tata Traki. Et un jour, on pose la question, nous les enfants, mais c'est quoi Traki? C'est quoi Traki? C'est Turquia. C'est la Turque. Vous voyez, même dans les familles juives, il y avait toujours, quand il y avait des familles nombreuses, la 5e, 6e ou 7e des filles, elle finissait, on lui disait, bon, mais comment on va l'appeler celle-là? On ne va pas l'appeler l'espagnol ou on ne va pas l'appeler la Suisse. Alors on va l'appeler la Turque, Turquia, Traki. Non, cette parenthèse fermée, c'était pour dire l'ambiance. Nous n'étions pas à l'époque, à l'époque des portables, d'Internet et de WhatsApp. Il n'y a pas de communication aussi rapide. Il a fallu des dizaines d'années pour comprendre ce qui se passait dans l'ère juive ou dans l'ère musulmane, ce qui se passait de manière politique. Il a fallu beaucoup de temps pour prendre conscience de ce qui était en train de se jouer. En fait, ce qui était en train de se jouer, c'était une cassure inéluctable entre les Juifs et les musulmans en Algérie, avec une tutelle française qui servait de juge de paix, si je peux exprimer les choses comme ça. Bien entendu, on peut caricaturer parce qu'effectivement, la nationalité donnée aux Juifs d'Alger était un peu bancale. Il y a même eu, avant le décret Crémieux, 3 ans avant le décret Crémieux, il y a même une décision consulaire, enfin une décision de l'Assemblée nationale en France qui avait décidé de demander aux Juifs à titre individuel s'ils étaient d'accord pour prendre la nationalité française. Il y a eu deux Juifs qui ont demandé la nationalité à titre personnel. Et il a fallu que les autorités, les députés juifs de France, les autorités rabbiniques de France demandent finalement à Napoléon III s'il n'était pas possible de faire une décision collective. N'oubliez jamais que le décret Crémieux, c'est une naturalisation collective. C'est-à-dire on a reçu ça comme ça en bloc, on ne nous a pas demandé cela à titre personnel. Donc, petit à petit, les Juifs vont se fabriquer une identité française nourrie de judaïsme local, un judaïsme dont le Rav Cherki a bien entendu raison de rappeler les éminences rabbiniques, mais qui dans son ensemble est un judaïsme populaire, un judaïsme pratique. Ce n'est pas un judaïsme du savoir. Il n'y a pas de yeshivot dans toutes les villes, ni dans tous les villages. Il n'y a même pas probablement de minyanim. Je rappelle une histoire qui est arrivée dans une petite ville où mes parents sont nés. Un rave qui s'appelait Rabbi Yehuda Zerbib, certains ont dû connaître. Rabbi Yehuda Zerbib, qui était un kabbaliste qui venait de la yeshiva de Etz Haïm de Sidi Fraj. Voilà. Il est venu à Batna et il a dit, il n'y a pas de Beth Midrash. Non, il n'y a pas de Beth Midrash. Mais enfin, la synagogue, elle est pleine tous les vendredis soirs, tous les Shabbatot, tout le monde mange kasher. Il n'y a pas une dérogation, il n'y en a pas un. Parce que chacun se surveillait. Celui qui fumait en cachette, il était dénoncé immédiatement. Il y avait 95% de pratiques, si vous voulez. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Beth Midrash. Il a commencé à prendre toi. Il en a pris 4 ou 5, ce qu'on appelait à l'époque des Bahurim. Il a pris des Bahurim et il a commencé. Atkallam Allah ila Musa wa qal.
Répétez. Vaïdaber, Amshem, El Moshe, elle est mort. Voilà. Et de ce jour-là, il y a commencé à y avoir quelque chose de l'ordre de l'étude. Mais dans l'ensemble, les Juifs étaient des pratiquants, ce qu'on appelle la praxeia. Hein, dans les arba minimes de Sukkot, c'est le loulav. Le loulav, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Le loulav n'a pas d'odeur, mais il a des fruits. Il donne des mitzvot, il donne du ta'am. Voilà. Tandis que le savoir était réservé à une certaine élite. Eh bien, l'ensemble de cette population juive, finalement, s'est habitué à substituer le judéo-arabe, non, à substituer le français au judéo-arabe, à substituer le ma'allam, le Talmud Torah, finalement, à l'école publique. Et quand on a proposé aux Juifs d'Algérie, au grand rabbinat d'Alger, à la fin du XIXe siècle, d'instaurer des écoles juives, très peu de projets ont abouti. Très peu de projets. Les Juifs étaient scolarisés dans le système français, avec beaucoup de rigueur, avec aussi une discipline des parents qui insistait en disant l'avenir, notre avenir, c'est l'école. Et cette école-là a formé les futurs philosophes, dont Jacques Derrida, etc., bien sûr, y compris des éminences dans tous les domaines, a formé l'élite de ce qui va devenir l'héritage de ces Juifs d'Algérie. Petit à petit, la langue, les mœurs. Je rappelle que dans des chroniques de Mascara, qui ont été conservées après le pogrom de Mascara en 1834, dans des chroniques publiées il y a quelques années, on retrouvait la trace d'une polygamie active, qui n'était pas favorisée, mais qui était active, dont le rabbin local. Dont acte. Donc les mœurs se sont petit à petit modifiées. Je vous ai parlé des vêtements, bien entendu. Je vous ai parlé également des traditions culinaires. On s'est habitué à manger, à vivre différemment en fonction de la perspective qui se présentait aux Juifs d'Algérie, c'est-à-dire la perspective d'une francisation. À cette époque-là, le sionisme est terriblement embryonnaire. Dans les années 50, 60, 70, nous sommes avant Théodore Herzl, on est dans auto-émancipation, bien sûr, on est dans des textes, des précurseurs, le proto-sionisme dont parlait le Rav Cherki tout à l'heure. Il y a bien entendu des échos que nous entendons dans la littérature, dans les journaux, dans les communautés, on entendait ces choses-là. Mais ça n'imprimait pas véritablement. Parce que pour l'instant, l'idée même d'une réalisation échappait probablement à la réalité de ces Juifs qui étaient habitués à du quotidien. Je rappelle qu'un de nos maîtres, Rabbi Shimon ben Shushan à Bordeaux, disait tout le temps ce qu'a dit le Rambam dans Ani ma'amin beviat HaMashiach ve'af al pi. Ve'af al pi. Une expression très forte. Et malgré. Ve'af al pi she'it mahmea ahakelo. Il nous disait toujours avec sa voix comme ça, c'était un rave marocain. Dit à personne. Il disait, qu'est-ce que tu as compris? On lui disait, s'il tarde à venir, je l'attends. Il dit, ah ouais, ça y est, tu as mis tous les verbes, tu les as mis au présent. Ve'af'al pi she'it mahmea. It mahmea be'avar. Et même s'il a tardé à venir hier,
ahakelo. Je l'attendrai demain. Et oui, le présent. Et toi, tu as tout traduit en présent. C'est-à-dire que ce qui nourrissait d'une certaine manière l'espoir de ces Juifs, c'était encore une fois le ahakelo. Le ahakelo qui s'associe à la question de l'espoir. L'espoir ne peut pas être contingent du présent. Au présent, ce que j'espère n'est que projection dans le futur. Et donc, s'imaginer une réalisation était probablement extrêmement difficile jusqu'au jour où les choses se sont véritablement présentées. Alors, je pense que la cassure de ces Juifs d'Algérie ne s'est pas tout à fait passée en 1948. La question du choix s'est faite en 1962, pas en 1948. Encore juste une petite anecdote. En 1934, mon arrière-grand-père, Mordechai Rebi, décide de faire un voyage en Israël. Il appelait ça, lui aussi, il appelait ça la Palestine. En 1934, il fait un voyage en Palestine. Et il va avec, dans ses valises, il amène les troncs du KKL de toute la région de Constantine. Il y en avait pour des millions. Il amène en 1934 les troncs du KKL. Il va à Degania, au kibbutz Degania qui venait juste d'être créé et où il reste encore la trace de sa venue. Il dépose cet argent-là. Il fait le tour d'Israël à chameau avec un ami qui a fait le pèlerinage avec lui. Ils étaient deux. Ils reviennent et il revient en Algérie et personne ne le reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il est parti normal et il est revenu avec un borsalino, une barbe à la Théodore Herzl, un costume noir et un manteau, c'est-à-dire qu'il s'était habillé en juif haredi. Il était juif véritablement dans toutes ses fibres, mais pas haredi. Et puis, il n'avait jamais vu cet uniforme-là. Pour lui, cet uniforme représentait, vous voyez comme quoi, la subjectivité. C'est capital, la subjectivité. Ça veut dire que ce qui est vrai à un endroit n'est pas forcément vrai à un autre. Et la capacité qu'on a à donner de la force à un symbole se trouve inscrit dans des gestes extrêmement simples. Juste un mot. On finit par partir de l'Algérie. À ce moment-là, la question se pose. Que fait-on? Va-t-on directement en Israël ou va-t-on vers la France? Et là, la question du dilemme, elle reste encore ouverte, je le disais tout à l'heure à Daniel. Ce dilemme, il est toujours éternel et il est encore présent encore aujourd'hui. Je l'entends beaucoup. Ma génération est déjà une génération un peu passée, mais elle intègre beaucoup de ces questions autour de la nécessité ou du recours que représente l'État d'Israël. Aujourd'hui, on ne fait plus sa aliyah dans l'ensemble, mais je le vois dans toute ma génération de ces Juifs issus de l'Algérie, on ne le fait plus par désir de sionisme, malheureusement, on ne le fait plus par envie de participer à la construction de l'État, comme dit la chanson Banu Livnot ou l'Hibanot, fondamental. Banu Livnot ou l'Hibanot, et pour être construit. Mais les Juifs qui sont sortis d'Algérie pour aller en France sont allés se construire en France. Ils ont été les Hibanot Betzarfat. Aujourd'hui, ils viennent en Israël probablement pour des raisons pas tout à fait enthousiastes, pas de l'enthousiasme politique, j'entends, ce n'est pas de l'idéologie. Ils ne sont plus nourris, comme nos générations l'ont été, par l'idéologie sioniste. Ils sont nourris aujourd'hui par un discours négatif, celui de la persécution qui revient, et celui de l'antisémitisme. Merci beaucoup.